Retrouvez Dr M avec Masservie. Masservie, assurance vie, voyage, santé. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Bonjour à tous, merci d'être fidèles à l'émission Dr M. Aujourd'hui, nous allons vous parler de la chloroquine. Cette molécule est sur toutes les lèvres. Entre ceux qui sont pour et ceux qui sont contre, nous savons, le grand public ne sait plus à quel sein se vouer. Avec notre invité, professeur Chamali, chef de service à l'hôpital de Rouiba, nous allons avoir son avis sur la question et découvrir ce que pensent les professionnels de la santé et à quel moment ils peuvent déclarer que le patient est guéri à 100% grâce à cette molécule. Bonjour professeur. Bonjour, bonjour tout le monde. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie, je vous remercie énormément. Avec grand plaisir. Exceptionnellement, cette émission c'est un entretien téléphonique dans le cadre du respect du confinement et aussi pour vous préserver et pour vous éviter les déplacements parce qu'on sait que vous êtes extrêmement occupé ces jours-ci. Oui. Donc oui. Merci beaucoup de nous avoir accordé du temps. C'est moi qui vous remercie. Alors, on va commencer avec la première question. Quel est le profil des personnes qui décèdent du Covid-19 ? Oui. Est-ce qu'on peut en savoir un peu plus, maintenant qu'on peut avoir plus de visibilité ? Ok. Tout d'abord, je voulais me représenter. Je suis professeur Chamali, je suis spécialiste en médecine interne. C'est-à-dire que je vais donner mon approche autant qu'interniste sur justement cette molécule qui fait débat actuellement, qui est la chloroquine et qui s'avère donner beaucoup de résultats prometteurs dans l'infection à Covid-19. Très très bien. D'abord, on sait que le monde actuellement vit une véritable pandémie du Covid-19. C'est une pandémie qui est apparue d'abord en Chine au mois de décembre 2019 qui s'est propagée rapidement à tous les différents continents. Et c'est ce qui reflète que c'est un virus qui est hautement contagieux. Ce virus est capable d'entraîner des syndromes de détresse respiratoire aiguë, justement, qui peuvent être très mortels. Et justement, on se pose la question, quel est le profil de ces patients qui décèdent comme ça du Covid-19 ? Eh bien, le taux de mortalité de cette maladie est estimé à 3,4% dans la population générale. C'est ce que l'OMS indique. Eh bien, ce chiffre est 3 fois plus élevé que la grippe saisonnière, qui est estimée à 1%. Oui. D'accord ? Même si on manque de recul sur ce nouveau virus, c'est nouveau, on ne le connaît pas Bien encore. Sûr, c'est ça. Les statistiques montrent quand même qu'il y a une certaine population qui est plus à risque que d'autres. Là, on dispose de beaucoup d'études chinoises et même européennes. On a des séries et on voit très très bien que cette mortalité, elle augmente nettement avec l'âge. C'est-à-dire qu'elle touche plutôt le sujet âgé et le risque de mortalité est très élevé chez cette tranche d'âge. Et puis, la mortalité, elle est élevée du fait qu'il y ait des comorbidités, c'est-à-dire quand il existe d'autres maladies chroniques. C'est des maladies respiratoires, cardiaques, une néoplasie. C'est ça ce qui fait que la mortalité, elle est importante. Très bien. Maintenant, pour l'enfant, au départ, les premières études chinoises, on disait que cette pathologie, elle épargne l'enfant et le risque de mortalité est de 0. Mais par contre, on voit avec la progression de l'épidémie que les enfants ne sont pas épargnés. Il y a même des nourrissons qui ont été touchés par ce virus et qui sont décédés. Heureusement que le taux de mortalité reste toujours très très faible chez cette tranche d'âge. D'accord. Et par rapport au groupage sanguin, on lit beaucoup sur le net qu'il y a des personnes, il y a un groupage sanguin plus à risque que d'autres. Oui, c'est une question qui s'est posée justement. Donc, de part, on sait que déjà, un âge avancé, le fait d'être diabétique ou d'avoir une pathologie respiratoire ou cardiovasculaire sous-jacente
elle peut augmenter le risque de développer des formes graves de cette affection. Eh bien, même le groupe sanguin pourrait également constituer un facteur de risque de Covid-19. C'est ce que démontre une étude chinoise. C'est une étude chinoise qui a démontré ça, que toutes les personnes qui sont du groupe O auraient pratiquement à peu près 30% de risque d'être moins contaminés par le Covid. C'est-à-dire, quand on a un groupe O, on est en quelque part immunisé un petit peu, on a moins de risque de faire cette affection. Par contre, les personnes qui sont du groupe A auraient un surrisque de 20% pratiquement d'être contaminées par le virus. Bon, on explique ça. Oui. C'est le résultat d'études. Il y a une petite explication à ça, c'est que le fait que les patients qui sont du groupe O ont des anticorps anti-A et anti-B, on se dit qu'ils ont une double défense potentielle contre ce virus. Par contre, ceux qui sont du groupe A contiennent seulement un type d'anticorps, c'est les anticorps anti-B, donc ils ont une défense moins. Mais attention, ces résultats sont à prendre avec des pincettes, hein, d'accord? Donc, bien sûr. Il faudrait encore confirmer ces constatations. D'accord, très très bien, parfait. Maintenant, par rapport aux contaminations, est-ce que c'est vrai que 50% des personnes contaminées sont asymptomatiques? Justement, c'est un problème qui se pose. Il faut d'abord qu'on définisse c'est quoi une personne asymptomatique. Tout à fait. C'est des personnes infectées. Ils sont porteurs du virus, mais qui ne présentent aucun symptôme. Mais ils peuvent transmettre ce Covid-19. D'accord? Donc, c'est vrai qu'il y a certaines études qui ont suggéré que ces porteurs sains seraient responsables de la moitié des contaminations. Mais en réalité, ces fameux vecteurs invisibles, on ne les voit pas. Dans la propagation de l'épidémie, parfois, ils sont très difficiles à quantifier pour le moment. On ne fait pas de dépistage de masse pour toute la population. C'est ça le problème. Et puis, peut-être, il y a un petit article que j'ai lu d'actualité. Il a été publié le 2 avril, je pense, 2020. C'est une équipe chinoise. C'est vrai que c'est pas une étude scientifique, mais quand même, ces résultats ont une tendance quand même qui nous inquiète. Ils disent que sur 4 personnes sur 5 seraient infectées par le Covid sans développer de symptômes. C'est vrai que sur cette série, l'échantillon était faible, c'est-à-dire qu'on ne peut pas conclure, mais si cela se confirme, il faudrait qu'on teste la population mondiale de façon systématique et en urgence pour pouvoir endiguer les chaînes de contamination. Vous avez bien fait de parler de cette catégorie de personnes asymptomatiques, parce qu'attention, la stratégie du dépistage a changé dans beaucoup de pays. Si vous avez remarqué que maintenant, on pratique un dépistage massif. C'est des dépistages de masse qu'on est en train d'effectuer. Pourquoi? Parce que le but de tout ça, c'est de diagnostiquer tous les patients infectés. Une fois qu'on diagnostique un patient infecté, on va le traiter. Une fois traité le patient, on aura un patient qui n'est pas porteur de virus et donc on va casser cette chaîne de transmission. C'est-à-dire que la personne ne va pas être contaminée. À la différence, quand on fait un confinement sans dépistage, à vrai dire, on est en train de faire un confinement qui est aveugle. Oui, c'est ça. On est en train de mettre dans le même sac et les patients infectés et les patients qui ne sont pas infectés. Effectivement. Et le jour où on pensera à faire un déconfinement, c'est là où le problème de réinfection va surgir. C'est un peu comme la Chine qui ont rappelé 600 000 il y aura tout le temps des sujets qui sont porteurs de virus qui risquent encore de réinfester d'autres personnes. D'accord. En tout cas, c'est pour savoir parce que voilà, on se dit bon ça va, j'ai pas de symptômes, il n'y a pas de souci, je peux être à l'aise, il y a aucune, on va dire, il y a aucune pression par rapport à tout ce qui est en train de se passer. Il n'y a aucune crainte à avoir. Et finalement, peut-être que sans que je me rende compte, je suis en train d'infecter quelqu'un d'autre. Et c'est vraiment un cercle vicieux, effectivement. C'est pour ça qu'on demande aux gens de respecter. Même si je suis asymptomatique, il faut respecter les mesures d'hygiène. Il faut respecter le confinement. Et puis, même après le confinement,
même si on décide de reprendre notre vie normale, il faut que ça soit fait de façon très progressive, Exactement. tout en respectant toujours ces mesures de prévention. D'ailleurs, C'est-à-dire que même avec le déconfinement, il faut toujours porter le masque, il faut toujours se laver, il faut garder la distance jusqu'à ce qu'on ait 0 contamination par jour. voilà, tout à fait, jusqu'à ce qu'on trouve le remède idéal. Oui. D'ailleurs, on en parlera en deuxième partie d'émission, si vous voulez bien. Par rapport à la contamination dans l'air, bon, ils sont en train de dire, voilà, le virus, il peut rester 3 heures dans l'air. Là, c'est un peu effrayant. Ça sort directement d'un film d'horreur. Comment, est-ce que c'est vrai? Peut-on se contaminer en respirant l'air extérieur? Oui. D'abord, on va rappeler que la contamination de ce virus, elle est interhumaine. Elle se fait par le biais des gouttelettes de salive et des sécrétions bronchiques que le patient infecté va projeter lors d'une toux ou bien d'un éternuement. Oui. Aussi, la contamination se fait par le contact direct entre les mains et toutes les surfaces inertes qui sont exposées justement à ces gouttelettes infectées. Mais attention, il y a beaucoup d'études. Il y a eu une étude chinoise justement qui a montré que le coronavirus, il peut rester vivant en suspension dans l'air pendant 3 heures. C'est ça. Donc là, ça laisse à réfléchir. Oui, tout à C'est-à-dire fait. que s'il reste vivant pendant 3 heures, le risque de transmission aérienne, il est là. Tout à fait, Et puis, il y a autre chose, il y a aussi les Américains, l'Académie, je pense, nationale des sciences américaines. Il y a aussi des données scientifiques qui sont disponibles aujourd'hui et qui convergent aussi sur la même inquiétude d'idées. Ils disent que le virus du Covid-19, il pourrait se propager aussi dans l'air sous forme d'aérosol, et non pas seulement en cas de toux et d'éternuement. Donc, cette histoire de transmission aérienne, c'est vrai que c'est pas confirmé, on n'en parle pas, mais il y a une éventualité. D'ailleurs, peut-être je vais encore renforcer cette idée. Si vous avez remarqué, l'OMS actuellement, elle recommande le port obligatoire de la bavette. Oui, maintenant ça y est. Et puis, si on prend l'exemple type, la Corée du Sud, vous savez que la Corée du Sud n'a pas mis en œuvre le confinement. Oui, justement. Mis à part les mesures d'hygiène, le port de masque obligatoire et le dépistage de masse, ils ont réussi à maîtriser l'épidémie. Donc, je vous laisse réfléchir. Il y a même des études qui ont prouvé que le port de masque a permis de casser les courbes de contamination et d'hospitalisation réa et de mortalité. Oui. Donc, pour vous dire que cette éventualité de transmission aérienne est de plus en plus présente. Il n'y a pas que ça. Le virus a été détecté dans les urines, dans les selles. Il y a même une éventualité de transmission orofécale. Et d'ailleurs, il y a certains chercheurs qui sont allés plus loin et ils ont peut-être mis ça comme cause de la propagation rapide de l'épidémie. Et ça, c'est possible que ce soit à l'origine de cette dissémination rapide du virus. D'accord, très très bien. Maintenant, oui, effectivement, maintenant on est prévenu que je pense pour les 6 prochains mois, je pense qu'on sera obligé de porter des bavettes. Oui. Je pense que le port de bavettes, sans serait-ce que dans les milieux publics, ça doit être obligatoire. D'accord, très bien, très bien. Soit on va commencer à les confectionner parce qu'apparemment ils sont un petit peu en rupture de stock. Oui, malheureusement. Donc voilà, même si on les confectionne. Même si on les confectionne, je pense qu'il faut mettre une bavette. J'éternue, je tousse. Oui, tout à fait. Je limite. C'est vrai que ça protège pas à 100%, mais bon. Quand on n'a pas le choix, on est obligé d'utiliser des bavettes qui sont confectionnées. Oui, bien sûr. Et après, il faut bien les stériliser, il faut bien les laver à l'eau chaude, brûlante, bien les laver à 60 degrés. Oui. J'ai entendu que même pendant 30 minutes à 60 degrés. Est-ce que vous confirmez? Vous savez, il faut laver à l'eau chaude, 60 degrés, 63 degrés pendant plus de 4 minutes.
pendant au moins plus de 4 minutes. Minimum 4 Donc, minutes, ça d'accord. peut, minimum, oui. Ça, c'est quand c'est des lavettes fait maison, enfin des bavettes en tissu, hein, c'est-à-dire Oui. voilà. Oui. À base de coton. L'idéal, c'est de faire à base de coton, Oui, de les confectionner à base de voilà, d'un tissu en Oui, coton. oui. D'accord, en tout cas, ça nous fera une activité pendant ce confinement de réaliser nos propres bavettes Oui. en attendant. Non, il faut que ça rentre dans les mœurs. En fait, tout à fait. On voyait ça que chez les... Les Chinois, ils sont pas oui. quand ils sont malades, quand ils sortent dehors, ils mettent une bavette, Oui. même en dehors des épidémies. Hein. C'est quelque chose qu'on devrait apprendre. Oui, tout à fait. C'est pas nécessairement maintenant on a tendance dès qu'on voit ça on panique alors que non finalement peut-être c'est une habitude une hygiène de vie qu'on aurait dû une hygiène sanitaire qu'on aurait dû adopter depuis longtemps finalement. Inch'Allah, j'espère qu'après la crise il y aura Inch'Allah à changer du moins sur notre comportement. Inch'Allah. Alors par rapport justement maintenant on passe à la deuxième partie de l'émission. Par rapport aux tests de dépistage. Maintenant, qu'en est-il des tests de dépistage? Alors, sont-ils réellement fiables, sachant qu'il y a des personnes qui sont déclarées négatives au Covid-19, alors qu'au bout du deuxième test, ils sont finalement déclarés positifs? Là, ça fait un peu flipper. Mais oui. Oui, par rapport à la fiabilité. On va parler des différents tests dont on dispose. On a d'abord la PCR. C'est quoi la PCR? C'est un test qui recherche la présence directe du matériel génétique du virus dans un prélèvement. Et c'est-à-dire, on sait que le virus du Covid-19, c'est un virus ARN, donc on va chercher ce matériel génétique directement sur des prélèvements. Si vous avez remarqué, tout le monde qui a vu ces prélèvements nasopharyngés. Donc, on fait des prélèvements au niveau de la cavité buccale et l'autre au niveau du nasopharynx. C'est vrai que c'est un prélèvement assez profond au niveau du nez. D'accord. Cette PCR, elle permet de confirmer si la personne, au moment où elle effectue le test, est infectée ou pas. D'accord? D'accord, très bien. Donc, c'est un test qui est très, très sensible. Donc, s'il y a le virus, la PCR, elle arrive à le détecter. Maintenant, il y a d'autres tests, c'est des tests sérologiques. Qui dit sérologique, c'est-à-dire c'est des prélèvements sanguins qu'on fait à la recherche d'anticorps. Ces anticorps, ils sont spécifiques du virus. Donc, en quelque sorte, quand on fait ce prélèvement, on va statuer le statut immunitaire de ces personnes vis-à-vis de ce virus. En clair, on va savoir si c'est une personne est immunisée ou pas, même en présence ou en absence de symptômes. D'accord? Et récemment, il y a des chercheurs français qui se lancent aussi sur un essai. C'est carrément des tests salivaires qui peuvent livrer des résultats en 30 minutes. Ça, c'est excellent. D'accord? Donc, ça, c'est les différents tests dont on dispose. Mais il faut le dire, la PCR, c'est les tests très sensibles. Elle détecte le virus pratiquement dans 100% des cas. C'est à la différence des tests rapides qui ont quand même leurs limites en matière de sensibilité et de spécificité. D'accord? Donc là, vous m'avez posé une question par rapport à un sujet qui est infecté par le Covid-19, mais dans le test de dépistage s'avère négatif. Tout à fait. Et ensuite, il revient positif. Exactement. C'est ça? Tout à fait. Justement, devant cette situation, plusieurs situations se dressent. C'est-à-dire, il y a plusieurs explications que je peux soumettre. Premièrement, soit le prélèvement de l'échantillon a été mal réalisé. D'accord. D'accord? Parce que si vous avez remarqué, il y a quand même une technique, il faut aller au plus profond, il faut aller au niveau du nasopharynx et c'est pas au niveau juste de la narine pour faire des prélèvements. C'est quand même assez désagréable. Donc, soit il y a un problème dans le prélèvement. On n'est pas assez profond, on va dire, dans notre geste. Soit le virus n'était pas encore assez présent dans la cavité nasale pour être détecté. D'accord. Même s'il avait déjà infecté d'autres parties des voies respiratoires. C'est-à-dire, je peux avoir un patient
avec des images radiologiques évidentes de Covid, mais quand je fais le test il est négatif. Très bien. D'accord, donc il faudrait songer à répéter le test, surtout si les symptômes persistent. Il faut refaire d'autres prélèvements pour confirmer le D'accord, très bien. D'accord. Pour moi, c'est un peu plus clair par rapport à ça. C'est-à-dire, c'est pas une question, c'est pas les tests qui sont défectueux, c'est juste une question de prise. Oui, attention, quand on fait n'importe quel geste, il y a toujours un seuil de négativité qui est lié au geste ou aux techniques. La négativité d'un test, elle est biaisée quelque part, parfois par la qualité du prélèvement, par le matériel. Donc, il y a aussi ce souci. Et puis, c'est un prélèvement qui est sensible. C'est un prélèvement qui nécessite un milieu de transport, quand on l'achemine. Donc, il y a tout ça qui rentre en jeu pour interpréter la négativité ou la positivité d'un bilan. OK ? Parfait. Très très bien, merci pour toutes ces précisions. Maintenant, on voit un peu plus clair, justement. Oui. Maintenant, par rapport à la chloroquine, au traitement, combien de patients en Algérie, est-ce que vous avez des chiffres sur combien de patients atteints du Covid-19 ont été traités à l'hydroxychloroquine? Chloroquine, voilà, oui. sûr. Autant qu'interniste, cette molécule, on la connaît très très bien, d'accord. Donc on la prescrit souvent et on connaît les vertus de cette molécule. L'activité en matière d'infection à Covid-19, l'activité antivirale de la chloroquine, elle est connue depuis plus de 50 ans. On connaît très très bien ces effets antiviraux qui ont été prouvés non seulement in vitro mais aussi in vivo. Donc, il y a eu beaucoup d'études. Même la chloroquine a été utilisée aussi pour le SRAS en 2002 et en 2003. Donc on a quand même des résultats qui prouvent son efficacité en matière d'activité antivirale. Maintenant pour l'infection à Covid-19, c'est vrai qu'elle a été testée d'abord en Chine. En Algérie, jusqu'à hier, on a probablement frôlé la barre des 2000 patients confirmés. Il y a eu pratiquement 591 patients guéris. On déplore malheureusement 293 décès. Mais jusqu'à vendredi, on a eu 1712 patients traités sous hydroxychloroquine en Algérie. Les résultats, je vais vous dire, sont très satisfaisants. D'ailleurs, c'est ce qu'a précisé le ministre en marge de la conférence de presse qui a été consacrée au Covid-19. Et puis, même au niveau de notre centre, à l'hôpital de Louiba, tous nos patients ont été mis sous ce schéma thérapeutique qui est compatible avec les recommandations du ministère. Et puis, jusqu'au jour d'aujourd'hui, on a eu beaucoup de bons résultats. Et à partir de quel moment on peut dire que le patient est guéri à 100% grâce à cette molécule? Le traitement, la durée du traitement, elle est de 10 jours et il faudrait soit refaire une PCR qui se négative à la fin du traitement pour déclarer le malade guéri. Maintenant, si on a une PCR qui est négative, on peut avoir recours au scanner. S'il y a une amélioration des signes radiologiques, là, on pourrait déclarer le malade guéri. Et est-ce qu'entre-temps... le virus... Oui. Pardon. Le virus existe toujours dans différentes sécrétions, notamment dans les selles et les urines de patients qui ont été déclarés guéris. Donc le confinement aussi, après la fin du traitement, est préconisé chez le patient. Et quels sont les effets secondaires redoutés par un traitement à base d'hydroxychloroquine? Il y a des effets secondaires mineurs à type de troubles gastro-intestinaux, de faiblesse musculaire qui peuvent passer, qui restent supportables, on va dire. Et beaucoup plus les effets secondaires graves qu'on redoute, ce sont les complications cardiaques. C'est les fameuses troubles du rythme qui sont sévères et parfois mortels. Et ce qui aggrave ces complications cardiaques, c'est, d'après les études, c'est cette association d'hydroxychloroquine à un antibiotique qu'on utilise, l'azithromycine. Mais il faut pas avoir peur. Nous, internistes, on utilise beaucoup cette molécule et croyez-moi, on n'a pas eu beaucoup de problèmes. Et puis, avant d'introduire n'importe quelle molécule, il faut toujours un bilan préthérapeutique, notamment cardiaque.
Et c'est des malades qu'on doit aussi surveiller sur le plan cardiaque, même quand ils sont sous traitement médical. Très bien. Et maintenant, je suis en train de me poser la question, est-ce que ce traitement pourrait être prescrit à tous les patients, les personnes âgées, les enfants, les personnes immunodéprimées? Oui, c'est un traitement, quand on le prescrit, il faut respecter les contre-indications. Les contre-indications, ce sont surtout les réactions allergiques à l'hydroxychloroquine, les atteintes ophtalmologiques et les enfants de moins de 6 ans. Mais sinon, il n'y a pas eu de souci quand on voit la dernière série du professeur Raoul, qui a colligé pratiquement plus de 1000 personnes traitées Covid-19 traitées sous hydroxychloroquine. On voit bien qu'il y a des sujets qui sont âgés de plus de 80 ans, donc il n'y a pas de contre-indication. Et puis, même par rapport au sujet immunodéprimé. Oui, on peut le prescrire, il n'y a pas de contre-indication. D'accord, très bien, très bien. Ben, espérons, on va espérer que ce soit un remède miracle en attendant parce qu'il faut préciser que c'est un traitement, c'est pas un vaccin. Voilà. Oui, c'est un traitement et c'est un traitement qui rentre dans le cadre d'essais thérapeutiques. Tout à fait. C'est pas un traitement curatif. Oui, tout à fait. Très bien. Quand vous rassurez la population en leur disant que c'est un traitement qui est disponible et puis il y a même une fabrication locale d'hydroxychloroquine. Actuellement, c'est disponible au niveau de toutes les... En attendant, oui, j'espère que, comme on dit, Inch'Allah, parce que vraiment, c'est... Oui. Ça, vraiment, on s'attend. Des fois, on a l'impression de dormir et de se réveiller, on se dit, c'est pas possible, c'est un cauchemar. Donc là, espérons que tout rentre dans l'ordre. C'est vrai qu'on vit des circonstances vraiment très difficiles et douloureuses suite à la propagation de ce virus, mais il faut faire attention, il faut respecter les mesures d'hygiène et le confinement, et puis Inch'Allah. Inch'Allah. En tout cas, merci beaucoup encore une fois, docteur Teksaha, pour vos disponibilités. Je vous en prie, merci à vous. Merci. Et j'espère qu'on a répondu à vos très bien. C'est très bien. Et on a pu éclaircir certains points. Merci beaucoup en tout cas. J'espère que je vous en prie. Allez, pour une autre émission. Au revoir. Inch'Allah. Allez, au revoir, madame. Merci, au revoir. Bonne journée. Merci. Retrouvez notre émission sur nos réseaux sociaux, sur YouTube, Instagram, Twitter, sur Google Podcast et Apple Podcast. Et à très bientôt. Retrouvez Dr M avec Masservi. Masservi, assurance vie, voyage, santé. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb.